Bonjour, je m'appelle Amel Hicham et ceci est la troisième partie d'une série de vidéos que je fais qui explique pourquoi je suis en danger. Dans cette partie, je vais montrer des documents qui montrent que la juge Suzanne Tessier et les avocats Noël et associés ont fait des actions contre la loi à la Cour supérieure de Gatineau. Gatineau, c'est une ville au Canada. Ces actions sont la suite de plusieurs autres actions qui ont été faites à mon encontre à partir du moment où j'ai voulu parler à la presse de piraterie informatique et de liens avec Mitsugelina et avec l'entreprise Québecor. J'ai déjà fait des vidéos où j'ai parlé de certains des événements qui se sont passés. Je vais résumer ce que j'ai dit. J'avais présenté un projet à Mitsugelina. Par la suite, nous avons découvert, ma sœur et moi, que nos ordinateurs et nos téléphones étaient piratés. Nous avons constaté que Mitsugelina écrivait dans sa page Facebook des choses similaires à des choses qu'on disait en privé, ma sœur et moi, au téléphone ou par internet. Et des choses similaires ont été écrites dans des pages internet liées à l'entreprise Québecor. Mitsugelina travaillait avec l'entreprise Québecor. J'ai parlé aux autorités de ce qui s'est passé, il n'y a pas eu d'enquête et ma sœur a contacté des journalistes en France. Ma sœur vit en France et moi au Canada. J'ai donc décidé de voyager en France pour parler aux journalistes que ma sœur a contactés. Alors que j'étais sur le point de voyager, mon mari s'est impliqué dans cette affaire. Il a appelé la police et il a essayé de faire croire que j'ai un problème mental. La police m'a empêché de voyager et j'ai été enfermée illégalement durant la nuit dans un hôpital. À partir de ce moment-là, mon mari va faire action illégale après action illégale au vu et au su des autorités et à ma connaissance, il n'y a encore eu aucune enquête contre lui. Il a fait des parjures dans un tribunal, il est parti dans une banque, il a falsifié ma signature. On a même essayé de faire un lien entre moi et une fraude. Et à un certain moment, moi je ne me sentais plus en sécurité. Je suis sortie du Canada, je suis partie en France chez ma sœur. Et là, j'ai préparé des documents que j'ai envoyés à des responsables canadiens. Puis, je suis revenue au Canada. Donc la première fois, j'étais sortie en décembre 2014. Je suis revenue en avril 2015. Mon mari avait fait alors une demande de divorce. Et cette demande de divorce, il va l'utiliser comme outil pour encore essayer de faire croire que j'ai un problème mental. C'est-à-dire pour faire la même chose qu'il avait fait le jour où j'ai voulu parler à la presse de piraterie informatique et de liens avec Mitsugelina et avec Québecor. Donc, cette demande de divorce a été un outil pour essayer non seulement de faire croire que j'ai un problème mental, mais aussi il a parlé dans cette demande de divorce de la piraterie informatique et il a essayé de faire croire que ce que je disais n'était pas vrai, alors que c'est un simple dossier de divorce. Et ça va être aussi utilisé pour me déposséder illégalement de mes biens. Et certaines des actions illégales qu'il va faire vont être appuyées par ses avocats Noël et associés. Et donc, il va aussi y avoir, durant ce dossier de divorce, l'appui de la juge Suzanne Tessier. Moi, en juillet 2015, j'ai déposé des demandes à la Cour supérieure de Gatineau où j'ai expliqué les actions illégales que mon mari avait faites. Et là, une juge, la juge Carole Terrien, a accepté toutes mes demandes et a ordonné que le tribunal donc écoute ces demandes-là. Au moment où le tribunal ou la cour allait être sur le point de savoir ce qui se passait, les actions illégales de mon mari, je suis allée au tribunal et on m'a dit à la cour que une autre juge, la juge Suzanne Tessier, avait pris mon dossier et avait décidé de le juger, alors que la loi ne permet pas à un juge de choisir les dossiers qu'il va juger. À partir de ce moment-là, mon dossier va être entre les mains de la juge Suzanne Tessier et le 20 août 2015, la juge Suzanne Tessier a fait un jugement. Premièrement, elle m'a interdit de communiquer avec mon mari, sauf par email et à propos des enfants. Ce qui fait que moi, ça m'empêchait de contre-interroger mon mari, parce que j'avais demandé de le contre-interroger pour prouver que ce qu'il disait n'était pas vrai. En plus, elle n'a pas voulu voir les preuves qui montraient, que je lui montrais, qui montraient que mon mari avait fait des parjures. Et en plus de cela, la juge Suzanne Tessier et l'avocat de mon mari m'ont fait de la pression pour faire une expertise psychosociale. Donc j'ai signé le consentement à l'expertise psychosociale, puis je suis allée à la maison et là j'ai lu donc les articles de loi et j'ai su que j'avais le droit de refuser l'expertise
Et le lendemain, j'ai refusé cette expertise et j'ai expliqué pourquoi. De toute façon, j'ai expliqué ça dans une vidéo précédente en détail, vu que dans le contexte, d'un côté, mon mari disait des fausses informations sur moi, essayait de faire croire que j'ai un problème mental, il faisait des parjures, il n'y avait pas d'action pour l'arrêter. Et d'un autre côté, moi je montrais les preuves, je voulais le contre-interroger, on ne tenait pas compte des preuves que je disais. Et donc dans ce contexte-là, un expert nommé par la Cour, il faut savoir qu'une évaluation psychosociale peut mener à une mise sous tutelle ou à une mise sous curatelle. Et là, je pourrais perdre tous mes droits, je ne pourrais plus m'exprimer. Et donc, il y avait, étant donné ce risque, étant donné tout ce qui se passait, les actions illégales que mon mari faisait et qu'il était complètement, c'est-à-dire il agissait comme s'il était au-dessus de la loi, étant donné tout cela, moi j'ai retiré mon consentement. Et par la suite, je suis sortie du Canada en septembre 2015 et j'ai expliqué pourquoi dans une vidéo. Donc je suis sortie de septembre 2015 et je suis partie en partie chez ma soeur en France. Et je suis revenue au Canada en mai 2016. Entre septembre 2015 et mai 2016, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des vidéos, j'ai montré les preuves que mon mari avait menti, que cette histoire de problème mental, il l'avait inventé de toutes pièces. De toutes les façons, j'ai des preuves, des enregistrements où il me dit « je sais que tu n'as pas de problème mental », j'ai une lettre écrite de sa main, etc. Et j'ai montré toutes les actions illégales qui avaient été faites à mon encontre, comment mes droits avaient été bafoués, les droits que me donnait la charte canadienne des droits. Donc j'ai expliqué tout cela et une fois que j'ai expliqué tout cela, je me suis dit maintenant que j'ai montré les preuves, je peux rentrer au Canada et normalement, justice, il devrait y avoir maintenant justice. Quand je suis rentrée en mai 2016, je suis allée voir mon dossier au tribunal et là j'ai découvert qu'il y avait eu plein d'actions, qu'il y avait eu des actions illégales de fait et qu'il y avait eu des choses qui avaient été faites sans que j'en sois informée. Et je vais vous montrer certains de ces documents-là. Par la suite, je suis allée chez moi, dans ma maison, et là, mon mari a appelé la police pour me faire expulser de la maison. La police est arrivée, ils lui ont dit qu'ils ne pouvaient pas m'empêcher de rentrer dans la maison parce que c'était ma maison aussi, je suis copropriétaire. Et alors, les avocats de mon mari ont écrit une lettre à la juge Suzanne Tessier où ils lui demandent comme quoi que je n'ai pas le droit d'être dans ma propre maison. Et la juge Suzanne Tessier a donné une ordonnance comme quoi je n'ai pas le droit de vivre dans ma maison. Je ne peux même pas être l'occupée, je ne peux pas aller sur le terrain, ni rien du tout. Donc le résultat, c'est que maintenant, j'ai été expulsée de ma propre maison. Je ne peux pas voir maintenant mes enfants, je ne peux pas vivre avec mes enfants puisque j'ai été expulsée de ma maison. Et en plus, on est en train de me déposséder illégalement de mes biens, puisque je vais vous montrer que la juge a donné à mon mari le droit de vendre seul la maison, même si moi je suis copropriétaire, alors que c'est contre la loi, parce que normalement il faut qu'il y ait mon consentement. Donc je vais vous montrer plusieurs de ces documents-là. Il faut savoir que ce dossier de divorce, qui est maintenant utilisé pour me déposséder de mes biens, qui a été utilisé pour faire croire que j'ai un problème mental, que ce que je disais de la piraterie informatique n'était pas vrai, etc. Ce dossier de divorce, normalement, devrait être fermé. Pourquoi? Parce que déjà, il y a eu un acte de collusion que j'avais démontré. C'est quoi la collusion? C'est quand le demandeur, et mon mari c'est lui qui a demandé le divorce, quand le demandeur fait quelque chose avec une autre personne pour faire quelque chose d'illégal. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait déjà donné une fausse information aux impôts. Quand les impôts lui ont posé des questions, là, ce qu'il a fait, avec l'appui des avocats Noël et associés, il est allé au tribunal et il a demandé au tribunal de valider la fausse information qu'il a dite aux impôts. Donc, il a demandé que l'on valide quelque chose que lui qui a fait, qui est contre la loi. Ça, c'est un acte de collusion. Et ne serait-ce que pour ça, le dossier devrait être fermé parce que l'article 11 de la loi sur le divorce dit que le tribunal devrait rejeter donc tout dossier où il y a un acte de collusion. Et là maintenant, je vais montrer d'autres actions illégales qui ont été faites et je demande aux responsables et aux juges en chef de faire une enquête sur ce qui est en train de se passer, de fermer ce dossier parce qu'il y a des actions illégales qui ont été faites. Donc je vais vous montrer certains de ces documents. Donc il faut savoir que beaucoup d'actions illégales se sont passées. Donc je ne peux pas parler de tout, mais je vais parler de certaines. Donc j'ai reçu une requête de divorce alors que j'étais en Europe.
j'étais sortie du Canada. Et dans cette requête de divorce, les avocats de mon mari demandent la vente de la maison. Et il y a certaines choses qu'ils ont dites dans la demande de divorce. C'est que le demandeur sera bientôt endetté au maximum de sa capacité, que le demandeur est incapable d'assumer les dépenses, il n'a pas les moyens financiers, et que le demandeur est incapable de continuer à assumer l'ensemble des dépenses relatives à la résidence familiale. Donc, suite à cela, ils ont, ici dans la page, parce que ça je l'ai reçu, cette requête, donc je l'avais reçue, et ils ont dans cette page-là déclaré que si aucune offre d'achat n'est acceptée dans les 6 mois, que les parties pourront convenir à l'amiable d'une autre fourchette de prix de vente et qu'à défaut d'entente, de nouvelles instructions pourront être sollicitées du tribunal. Et ils ont demandé donc aussi que la résidence familiale soit mise en vente. Donc, ils ont demandé que la résidence familiale soit mise en vente et la juge Suzanne Tessier a autorisé mon mari à vendre seul la résidence familiale, même s'il n'y a pas mon consentement, ce qui est contre la loi. Et aussi, elle lui a donné le droit d'accepter seul toute offre d'achat de l'immeuble. C'est-à-dire qu'il peut vendre seul et il peut accepter seul toute offre d'achat. Et en plus, comme je vous avais montré, on avait demandé, les avocats Noël Associés ont demandé qu'au bout de 6 mois, si aucune offre d'achat n'est acceptée, donc le tribunal pourrait donner de nouvelles instructions. Cette partie-là, moi, quand je suis allée au tribunal, j'ai trouvé qu'elle avait été modifiée à la main, sans que je sois au courant, alors que c'est contre la loi, parce que s'il y a quoi que ce soit qui est modifié dans la requête de divorce, je devrais le savoir. Et j'ai trouvé que c'était écrit que si aucune offre d'achat n'est acceptée dans les 6 mois, le demandeur, on demande que le demandeur soit autorisé à acheter la part de madame. Ça montre que ce que disait mon mari, ce que disaient les avocats Noël Associés quand ils disaient que mon mari n'avait plus les moyens financiers ici, n'avait plus donc les moyens financiers d'assumer ses dépenses, tout cela donc n'était pas vrai, et qu'en fait, un de ses buts, en demandant la vente de la maison, c'est qu'il veut acheter la maison, comme le montrent donc les modifications qui ont été faites ici à la main. Et malgré que cette modification ait été faite sans qu'on me le dise, et malgré donc que ça ne respecte pas la loi, la juge Suzanne Tessier a accepté cette demande-là et a écrit « Déclare que si aucune offre d'achat n'est acceptée dans les 6 mois, autorise le demandeur à acheter la part de madame dans la résidence familiale. » Il y a un article de loi sur la fraude qui dit que quand quelqu'un fait un mensonge ou un subterfuge pour avoir le bien de quelqu'un d'autre, ça c'est la définition d'une fraude. Mon mari donc, pour moi, a menti quand il a dit qu'il ne pouvait pas, donc il n'avait plus les moyens. Et quand ils ont changé à la main, quelqu'un a changé la main et a demandé qu'il achète la maison. Et donc le but c'était d'acheter la maison. Et le fait que la juge Suzanne Tessier ait accepté cette partie-là qui a été modifiée à la main, alors que normalement je devrais être au courant de ce qui se passe. Et par la suite, donc non seulement on lui a donné le droit d'acheter la maison, mais aussi de vendre seule la maison, d'accepter seule toute offre d'achat. Si moi donc je ne suis pas d'accord, donc elle lui a donné quasiment tous les pouvoirs sur une maison qui nous appartient tous les deux. Mais il va y avoir encore plus grave, si on peut dire, c'est que ce jugement-là, il a été fait le 26 avril 2016, que vous pouvez voir ici. Ça c'est le jugement donc, qui a été fait. Et ça c'est la signature donc, de la juge Suzanne Tessier. Donc ce jugement a été fait le 26 avril 2016, comme le prouve le procès verbal du jugement. Ça c'est le procès verbal, donc le 26 avril 2016. 2 jours après ce jugement-là, le 28 avril, il y a eu un fax qui a été envoyé
sans que j'en sois informée. Et il a été envoyé le 28 avril 2016, comme le montre ici la date. Et ensuite, ce fax-là, qui avait été envoyé sans que je sois informée, a été mis dans le dossier de divorce. Et donc, là, j'ai pu le voir quand je suis allée. Donc, c'est mon droit d'en parler puisqu'il était dans le dossier de divorce. Il a été donc envoyé le 28 avril 2016 à la justice du Tessier, 2 jours après le jugement. Et il y a ici plusieurs demandes qui ont été faites par les avocats Noël et Associés, comme nommer un notaire pour la vente de la propriété, autoriser ce notaire à préparer des formulaires, déduire de la part de la défendresse toute somme due, et on demande entre autres d'autoriser ce notaire à détenir dans un compte mon argent que je pourrais recevoir de la vente de la maison et de bloquer cet argent jusqu'à ce qu'il y ait un document qui arrive. Alors que donc on m'empêche de jouir de mon argent et on bloque mon argent. Et ça, cette condition n'a pas été demandée pour mon mari. La question, c'est pourquoi est-ce qu'on demande à bloquer mon argent jusqu'à ce qu'il y ait un document qui arrive? Et ces demandes-là qui ont été faites le 28 avril, 2 jours, le jugement est déjà fini, qui ont été faites sans qu'il y ait une procédure légale officielle, il n'y a pas eu de requête, eh bien ces demandes vont être incorporées par la justice d'un Tessier dans le jugement qui est déjà passé. Et ça, c'est de 57 à 61. Ça, c'est les demandes qui ont été faites donc 2 jours avant dans ce jugement, dans le fax. Ils vont être incorporés dans le jugement du 26 avril. Donc, la juge a accepté des demandes qui ont été faites alors que le jugement est déjà fini. Et elle les a mises sans audience, sans aucune procédure légale officielle, sans que je sois au courant. Donc, suite à un fax qui a été fait entre les avocats et entre la juge. Et ça, c'est vraiment très grave. Ça veut dire que des choses peuvent être mises dans un jugement qui est déjà fini, sans qu'il y ait aucune audience. Dans ce fax-là, qui a été envoyé le 28 avril, à l'intérieur, donc vous voyez, donc ça a été envoyé le 28 avril, à l'intérieur du fax, il y a une autre date, le 28 avril 2015, alors que ce fax-là a été envoyé le 28 avril 2016. Donc à l'intérieur, on voit qu'il y a 28 avril 2015, comme si le fax avait été envoyé il y a 1 an, mais il a été envoyé le 28 avril 2016. Et à l'intérieur du fax, on demande, afin que le notaire puisse se conformer à l'ordonnance, à être rendu. Donc dans ce fax, les avocats Noël et Associés parlent comme si le jugement allait venir. L'ordonnance à être rendue, alors que le jugement est déjà passé. Et puis la preuve, c'est que ces demandes-là vont être faites dans le jugement qui est déjà passé. Mais non seulement ça, c'est que non seulement on demande à bloquer mon argent jusqu'à ce qu'il y ait un document qui arrive, on ne le demande pas pour mon mari, mais par la suite, on demande que cet argent-là, qui me serait dû, soit remis à la curatelle publique à l'expiration d'un délai de 3 ans, suivant la notification à la défendresse, à défaut de recevoir des directives de paiement de la défendresse. Donc, il y aurait la possibilité que par la suite, mon argent soit mis dans un compte de curatelle publique. Si moi, donc, je ne donne pas de directives de paiement. Et la question, pourquoi est-ce qu'il est question dans un fax qui a été envoyé par les avocats Noël et Associés à la justice d'un Tessier, pourquoi est-ce qu'il est, sans que je sois informée, pourquoi est-ce qu'il est question de curatelle publique? Sachant que moi, quand je suis sortie en septembre 2015, parce que je n'étais pas en sécurité suite à la pression qui m'avait été faite par la juge et par les avocats Noël Associés, que je fasse une expertise psychosociale, sachant que là, moi, j'ai fait une vidéo où j'ai dit que je craignais que l'évaluation psychosociale mène à une mise sous curatelle publique. Et quand j'ai fait cette vidéo, 1 semaine après que j'ai fait cette vidéo, les avocats Noël Associés étaient déjà au courant de la vidéo. Moi, je ne leur ai jamais envoyé ça. Et ils ont écrit un email au juge coordonnateur de la Cour supérieure, ça j'ai trouvé ça dans le dossier divorce, où ils disent au juge coordonnateur à noter que madame s'inquiète à tort de l'ouverture d'un régime de curatelle ou de tutelle à son égard, suite à la demande d'expertise psychosociale, et que l'expertise donc vise à éclairer le tribunal sur le meilleur scénario concernant la garde. Donc ils disent ici au juge coordonnateur, comme quoi j'ai fait une vidéo, et que
vraiment je m'inquiète à tort qu'il y ait une mise sous curatelle publique et que c'est seulement l'expertise est seulement pour la garde. Alors si moi je m'inquiète à tort, pourquoi est-ce qu'ici, dans ce fax qui a été envoyé sans que j'en sois informée, pourquoi est-ce qu'on parle de curatelle publique? Et donc, dans ce dossier de divorce, la juge a donc mis des demandes qui ont été faites 2 jours après, sans que moi j'en sois informée, et qu'ils l'ont mis dans le dossier, dans le jugement. Elle a donné le droit à mon mari de vendre seul la résidence. Elle lui a donné le droit d'accepter seul toute offre d'achat et d'autoriser à qu'il achète la maison. Et tout cela, il n'y a pas eu un calcul complet de patrimoine, du patrimoine familial, parce que la loi sur le patrimoine, qui est une loi d'ordre public, ça veut dire qu'il faut absolument la respecter, dit que il faut donc que les choses que moi j'ai investies, que j'ai mis dans ce mariage, il faut donc que ça me soit retourné, les choses qui me sont à moi, qui sont à lui. Par exemple, moi, avant qu'on ait, parce que nous, on a acheté cette maison qu'on a maintenant, on l'a achetée en juin 2008. Et cette maison qu'on a achetée en juin 2008, avant ça, moi, en 2001, j'avais acheté une maison en mon nom. Et cette maison-là, par la suite, que j'avais achetée en juin 2001, c'est grâce à cette maison qu'en juin 2008, j'ai fait une hypothèque en mon nom. Et c'est grâce à cette hypothèque-là que j'ai fait en mon nom, je l'ai ajoutée donc à une autre hypothèque que j'ai fait moi et mon mari. Et c'est avec ces 2 hypothèques-là qu'on a pu acheter la maison qu'on a maintenant. Non seulement ça, en juin 2008, quand on a acheté la maison qu'on a maintenant, moi j'avais toujours en mon nom la maison que j'avais achetée en 2001. Et cette maison-là, 2 ans après qu'on ait acheté la maison, maintenant je l'ai vendue. Je l'ai vendue en 2010. La première maison que j'avais achetée, je l'ai vendue sous la pression de mon mari parce que moi je ne voulais pas la vendre. Et donc, je l'ai vendue 2 ans après qu'on ait acheté l'autre maison. Et l'argent que j'ai retiré de cette vente-là, il a été aussi mis en partie dans la maison, sans oublier que moi j'avais un bon poste dans le gouvernement fédéral. Et il y a eu des coupures, le gouvernement fédéral avait fait des coupures dans plusieurs postes. Et moi j'ai reçu de grandes sommes d'argent. Ces sommes d'argent-là ont aussi été mises en partie dans la maison. Plus on faisait des épargnes pour les enfants. Et mon mari a pris ses épargnes. Il est parti, il a ouvert un compte. Il a falsifié ma signature. Il a donc mis les épargnes des enfants dans ce compte-là. Donc, ce compte qu'il a ouvert, il est basé, entre autres, sur une infraction criminelle, puisqu'il a falsifié ma signature, comme vous voyez ici. Et malgré cela, malgré qu'il a falsifié ma signature, malgré donc que ce compte qu'il a ouvert, il a fait en partie en faisant une infraction criminelle, la juge Suzanne Tessier lui a accordé la gestion de ces épargnes-là, de ce compte-là. C'est à lui maintenant qui peut gérer ses épargnes. Et il faut savoir que cette falsification qu'il a faite, moi j'ai déjà fait une plainte, et là, c'est la dernière plainte que j'ai faite, et à ma connaissance, moi j'ai pas encore eu de réponse, alors que c'est une infraction criminelle, et normalement s'il a falsifié quelque chose, il devrait faire face à la justice. Donc, ce que j'ai montré ici, c'est les actions illégales donc, qui ont eu lieu. Premièrement, donc, il y a eu modification de la requête de divorce et la juge Suzanne Tessier a accordé ce qui avait été modifié à la main sans que moi j'en sois informée. Deuxièmement, il y a eu des demandes faites après que le jugement soit passé et la juge Suzanne Tessier a accordé ces demandes qui ont été faites. Elle les a accordées donc sans qu'il y ait d'audience et elle les a mis dans un jugement qui était déjà fini. Et c'est comme ça donc qu'on a eu ce jugement du 26 avril qui, en vérité, en partie, il y a des demandes qui ont été faites après que le jugement soit fait. Non seulement ça, mais elle a ordonné donc que soit illégalement, que soit vendue ma maison sans qu'il y ait mon consentement, ce qui est contre la loi. Donc on est en train, mon mari est en train, avec l'appui des avocats Noël et associés, avec l'appui de la juge Suzanne Tessier, il est en train de me déposséder illégalement de mes biens. On ne tient même pas compte de tout ce que j'ai investi moi, c'est-à-dire de tout le travail, parce que moi j'ai travaillé pendant plusieurs années dans le gouvernement fédéral, j'ai payé mes impôts, j'ai payé mes taxes,
Et donc, tout le travail que j'ai eu, tous les investissements que j'ai faits, on n'en tient pas compte. Et je me retrouve maintenant donc sans domicile. Et puis, on est en train de me déposséder illégalement de mes biens. Mais le plus important, c'est que je suis loin de mes enfants. Et donc, moi, mes enfants ont besoin de moi. J'ai besoin de mes enfants. Il faut que je sois près d'eux pour m'occuper d'eux. Et ils ont besoin de leur maman. Et donc, je demande au juge en chef, aux responsables, qu'il y ait une enquête sur ce qui est en train de se passer à la Cour supérieure de Gatineau. Je demande au barreau des avocats de faire une enquête sur les avocats Noël et associés. Je demande au conseil de la magistrature de faire une enquête sur les actions de la juge Suzanne Tessier. Et je demande aux députés au Parlement, s'ils ont autorité pour intervenir dans ce cas-là, de voir ce qui est en train de se passer et de faire une enquête. Je demande aux autorités policières de faire une enquête sur les actions illégales qui ont été faites par mon mari. Et donc, je veux qu'il y ait une justice dans cette affaire-là. Et j'aimerais qu'il y ait une enquête publique pour savoir pourquoi est-ce qu'à partir du moment où j'ai voulu parler à la presse de piraterie informatique et de liens avec Mitsuji Lina et avec l'entreprise québécoise, pourquoi est-ce qu'il y a eu cet acharnement, entre autres légal, sur moi, au point que maintenant, je suis expulsée de ma maison et on est en train de me déposséder illégalement de biens. Et pourquoi pendant tout ce temps-là, mon mari a pu faire des actions illégales aussi graves, par exemple, que falsifier ma signature dans une banque. Il a pu faire des parjures. Pourquoi pendant tout ce temps-là, mon mari vit au-dessus de la loi, comme si la loi ne s'applique pas à lui. Et surtout, pourquoi est-ce que moi, quand j'ai parlé de la piraterie informatique, normalement, il devrait y avoir une enquête, puisque la Charte des droits protège la vie privée des gens, et moi, j'ai le droit d'être protégée contre toute intrusion dans ma vie privée, c'est-à-dire contre toute piraterie informatique. Il n'y a pas eu d'enquête. Et j'aimerais savoir comment est-ce que Mitsuji Lina pouvait écrire des choses similaires à des choses dont on parlait en privé, ma sœur et moi. Comment donc des choses qui sont semblables à ce qu'on disait en privé se sont retrouvées dans une page, dans une de ces pages internet. Et j'aimerais donc qu'il y ait une enquête sur tout cela et sur toutes les actions donc, qui ont eu lieu durant toute cette période, sachant que moi, j'ai des preuves qu'il y a eu la piraterie informatique, puisque j'ai des preuves que le compte Gmail a été touché, même le compte, d'autres comptes ont été touchés, même il y a eu, ma soeur a envoyé un email, une lettre ouverte qu'elle avait envoyée à plusieurs responsables canadiens, à des députés et à Mitsuji Lina. Et suite à cette lettre, nous avons eu donc des réponses du serveur qui montrent que possiblement même des emails des députés ont pu être peut-être touchés par la piraterie informatique. Donc il faut qu'il y ait une enquête sur tout ce qui se passe, parce qu'il y a eu des actions graves qui se sont passées. Et donc il n'est pas logique, c'est injuste, c'est immoral et illégal que moi, qu'il y ait des actions de cette illégale à mon encontre. Et maintenant que j'ai trouvé ces actions illégales, moi je ne sais pas encore ce qui peut se passer, parce qu'on m'a déjà enfermée illégalement, donc j'ai peur qu'il y ait encore des représailles et qu'il y ait d'autres fausses informations contre moi. Je ne sais pas donc qu'est-ce qui peut encore se passer comme action illégale contre moi. Donc je demande aux autorités gouvernementales, je demande au gouvernement de me protéger contre toute représaille, contre toute nouvelle fausse information, contre toute action illégale, et que les personnes qui ont fait des actions illégales dans mon mari fassent face à la justice. Merci beaucoup.